Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Au Hachem, on se retrouve pour ce chiour du dimanche soir et on va essayer de partager ensemble quelques notions concernant euh, ce que le Rabbi il a développé dans le Dvar Malchut, dans la Sikha de Shabbat Parashat Shlach de Nun Aleph de 5751, 1991. Et comme chaque fois, il y a des mots qui chaque semaine, alors qu'elles ont été prononcées depuis plus de 30 ans, sont d'une actualité des fois déconcertante. Surtout lorsqu'on met en parallèle avec, par exemple, la situation en Eretz Israël, où on se dit, est-ce que toujours on va trouver quelque chose dans le Dvar Malchut? Alors, personnellement, lorsque je l'enseigne, je la prends mieux, parce que je dois mieux transmettre les choses. Alors, c'est encore plus facile parce qu'on sent une siyata d'Ishmaïa, une aide de Dieu, où certains mots du Rabbi résonnent avec une actualité vraiment déconcertante des fois, puisqu'il y a 30 et quelques années, on n'était pas dans cette situation. Mais le Rabbi, dans le Dvar Malchut, il a tout écrit. Il suffit de regarder bien comme il faut et de bien étudier le Dvar Malchut pour y retrouver des notions qui vont nous aider. Donc, juste pour remettre les choses dans leur contexte, le Dvar Malchut, la sikha de Shabbat Parashat Shlach, que nous allons étudier maintenant, c'était Shabbat Mevarchim Chodesh Tammuz, qui n'est pas le cas cette année. Mais c'est intéressant que le Rabbi il souligne pas tellement ce côté-là de Mevachim Tammuz, donc il y a pas tellement d'explications là-dessus. Mais on est dans les sikhot qui suivent la grande sikha du 28 Nissan, où le Rabbi il a dit Asu kol asher beichol techem, etc., etc. Et donc, de semaine en semaine, le Rabbi il commence à nous amener où il veut nous amener, c'est-à-dire à la réalité de la Géoula. Et donc, dans cette paracha aussi, le Rabbi va nous montrer combien il est important pour nous de prendre conscience de notre génération. Bon, d'abord, le Dvar Malchut, on va le couper grosso modo en deux. Il y a une partie où le Rabbi, il est presque technique, puis il a une explication sur cette notion de Meraglim, d'explorateur. On va y revenir après, en comparant les explorateurs de la Paracha à ceux de la Haftara, puis passer dans un niveau plus profond où on va essayer de tirer quelque chose de tout cela pour arriver à quelque chose de concret avec des mots qui, comme notre habitude, on va les lire et on va voir combien ces mots sont d'une actualité criante. Bon, d'abord, le Rabbi il fait une comparaison bien connue qui est entre euh, les Méraglim, les explorateurs de Moshe Rabbeinu, et les explorateurs de Yehoshua bin Nun. Concrètement, ça veut dire quoi? Les Bnei Israël sortent d'Égypte en 2448. On est dans le désert du Sinaï. On aurait dû rentrer très très rapidement en Eretz Israël. On fait un petit tour, on reçoit la Torah, etc., etc. Puis vient le moment où il faut commencer à réfléchir à rentrer en Eretz Israël. Pourquoi je dis réfléchir? Parce qu'en vérité, la seule chose qu'on avait à réfléchir, c'est de savoir comment on va continuer notre périple vers le but qui avait déjà été promis à Abraham d'aller en Eretz Israël. La promesse, elle était claire. Akadosh Baruch Hu, il a dit vous allez aller en Eretz Israël, et c'était le but de la sortie d'Égypte, recevoir la Torah et d'aller en Eretz Israël. Seulement là, les Bnei Israël demandent à voir qu'est-ce qu'est-ce que c'est cette terre d'Eretz Israël. Alors, sans rentrer maintenant dans la Sikha, si on rentre dans les Mefarshim, dans les commentateurs de la paracha, il semblerait que bon bah il y a eu un grand problème au niveau de ces explorateurs, que on ne sait pas si vraiment Akadosh Baruch Hu est d'accord ou pas, puisque lorsque Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu qu'est-ce que je suis censé faire, Akadosh Baruch Hu lui dit Shelach Lecha, envoie l'Eda Atra, c'est-à-dire selon ton, ton, comment dire, ton ressentiment, selon comment tu comprends les choses. Ne compte pas sur moi pour te dire ni oui ni non. Donc Moshe Rabbeinu, il décide finalement ok, on y va. On va envoyer des explorateurs, 12 explorateurs, un par tribu. Rachis stipule dès le début que Ksherim Ayou, c'était des gens bien. C'est Kulam Anashim. C'était des Anashim. Des Anashim, ça veut dire des gens honorables. C'est pas Stan qu'il a pris 12 personnes à les jeter un coup d'œil. Des Anashim, Raché Israël, c'était des têtes du peuple juif, des gens qui étaient emblématiques et qui vont chacun, avec sa particularité, aller en Eretz Israël. On connaît la suite de l'histoire. Ces Méraglim vont passer 40 jours en Eretz Israël. Lorsqu'ils vont revenir, ils vont faire un rapport
sur ce qu'ils ont vu. A priori, c'est un rapport assez objectif. Quand on regarde dans le texte, on ne voit pas qu'il y a euh, de leur part une volonté de chercher à mentir. Ils sont objectifs. Ce qu'ils ont vu, c'est réel. La fameuse grappe de raisin, ils n'ont pas menti. Elle était immense. Quand il faut une personne pour porter une figue, c'est pas exagéré, c'est la réalité. Donc après, si vous voulez, on pourra discuter. Est-ce qu'il y a une information qui est objective ou pas? Mais en tout cas, dans le texte, ils répondent exactement à la mission qui leur a été fixée. Et Moshe Rabbeinu leur dit, vous allez voir la terre, comment elle est, quelle qualité, vous allez voir les villes. Est-ce que ce sont des villes qui sont construites autour de murailles, c'est-à-dire qu'ils ont peur, ou c'est des villes ouvertes? Bref, ils viennent, ils font un rapport a priori complètement objectif, sauf qu'ils vont aller plus loin puisqu'ils vont donner une interprétation à ce rapport en disant on ne peut pas monter en Eretz Israël. Puis là, c'est la catastrophe. Il y a deux explorateurs qui se distinguent et qui, eux, vont s'opposer aux 10 autres. Et finalement, Akadosh Baruch Hu, il dit, puisque vous avez pleuré, puisque cette nuit-là, les Bnei Israël, ils vont pleurer, c'est la nuit du 9 Av, et ben vous allez tourner 40 ans dans le désert, et puis la génération de vos enfants, celle donc qui n'est pas sortie d'Égypte, sauf exception de deux, vont rentrer en Eretz Israël. En tout cas, ceux qui étaient les plus jeunes vont rentrer, et en tout cas, la génération, ce qu'on appelle le Dordéa, ceux qui ont reçu la Torah en pleine conscience, les hommes, les femmes et les enfants adultes, les hommes et les femmes adultes ne rentreront pas en Eretz Israël. Et donc, c'est la fameuse traversée du désert jusqu'à que tout le monde meure et peut rentrer une nouvelle génération en Eretz Israël, c'est la génération de Yehoshua. L'Haftara nous raconte que Yehoshua, lui aussi, va envoyer des explorateurs. Ils ne sont pas 12, ils sont deux. On ne connaît pas leur nom. C'est des illustres inconnus. Ils vont, puis il y a la fameuse histoire avec l'aubergiste Rachav, ils passent par Yericho, et puis après, on connaît tous l'histoire. Ils vont faire le tour de la ville, etc. Et puis, ils vont sonner du chauffard jusqu'à ce que les murailles elles tombent, et ils vont pouvoir conquérir la ville de Yericho, et c'est le début du livre de Yoshua. Le rabbi, d'abord, s'intéresse à travers 6 questions à la différence entre les deux. Pourquoi ici 12? Pourquoi ici 2? Pourquoi ici Dieu dit les Da'atra, c'est toi qui décides, alors que sur Yehoshua, a priori, le Chachamim m'explique que c'est Dieu qui lui a demandé, puisque ça paraît être normal et on ne voit pas d'intervention de Yehoshua et c'est comme s'il avait reçu un ordre. D'ailleurs, on connaît l'identité des deux personnes qu'il a envoyées, même si ce n'est pas marqué dans le texte. C'est Caleb ben Yefouné et Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Là, on sent que Dieu, il veut envoyer les deux Meraglim. Il s'y oppose pas, alors que chez Moshe Rabbeinu, il dit, bon, bah, c'est à toi de voir. Puis Moshe Rabbeinu, il en choisit 12. Puis c'est Kula Manashim, c'est des gens bien, alors que les deux, si on n'avait pas la tradition orale, la Torah chez Béalpé qui nous dit qui étaient les deux explorateurs de Yehoshua, on n'aurait jamais su que c'était Caleb Ben Yefouné et Pinchas. Maintenant, il se trouve qu'on le sait. Mais en tout cas, dans le texte, il n'y a rien qui le dit. D'autre part, à aucun moment, la Torah parle concernant les explorateurs de Moshe Rabbeinu du mot les ragel, c'est-à-dire espionner. Nous, on les appelle les meraglim, mais si vous regardez le texte, c'est marqué Veyatouru. Ils vont faire du tourisme. Un taillard, c'est quelqu'un qui est en touriste. Alors, c'est vrai que c'était une position, une attitude qu'ils ont eue pour montrer que style, ils n'étaient pas là pour observer, mais ils étaient simplement là de passage, comme un touriste, il vient devant la Tour Eiffel. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de faire des repérages pour acheter la Tour Eiffel. Donc, il y avait aussi une manière d'être, mais c'est pas ça. C'est que la Torah ne les appelle pas des Meraglim. La Torah, elle leur dit, leur mission, c'était Veyatourou. Alors que, concernant ceux de Yehoshua, le terme qui est employé, c'est les Ragel. Les Ragel, c'est Meraglim. Donc, le rabbi s'arrête sur, si ma mémoire est bonne, trois paragraphes sur les différences entre les Meraglim de Moshe et les Meraglim de Yoshua. Pourquoi un, deux, trois, et ceci en 6 points. Maintenant, le rabbi, il avance pour nous expliquer, mais pourquoi on a besoin d'envoyer des explorateurs. On ne va pas maintenant parler de qui, quoi, où, mais on va parler de pourquoi. Quel est le but? Et là, on va prendre pas l'exemple de la Torah, mais un exemple de la vie. Lorsque, dans un cas de conflit ou dans un cas de conquête, un pays envoie des explorateurs, des espions dans l'autre pays, quel est le but? Alors le rabbi dit il y a 2 buts. Le premier but, c'est un but stratégique de conquête.
on veut savoir comment conquérir la terre d'Eretz Israël. Alors, il faut envoyer des Meraglim pour savoir où est-ce qu'il y a des villes fortifiées, où est-ce qu'il y a des villes ouvertes, est-ce qu'on peut rentrer par tel endroit ou c'est préférable d'aller par tel autre endroit. C'est un petit peu aujourd'hui les services de renseignement. Les services de renseignement, ils ne sont pas là pour juger où est-ce qu'on va, ils sont là pour nous dire comment y aller. Deuxième niveau, on vient et on envoie quelqu'un faire une mission d'être explorateur pour aller voir qu'est-ce que vaut l'endroit où on va se rendre. Est-ce que c'est un bel endroit? Est-ce qu'il y a des belles villes? Est-ce qu'il y a des fruits extraordinaires? Donc là, le but n'est pas un but technique, un but tactique, mais le but, il est uniquement pour venir et donner un rapport sur ça vaut le coup d'y aller. On peut imaginer que lorsque les premières personnes qui ont été conquérir des territoires, ils ont voulu d'abord aller voir s'il y avait par exemple de l'eau. On voit par exemple, ça c'est pas le rabbi qui dit, c'est moi qui rajoute, on voit par exemple que concernant la conquête spatiale, une des choses pour laquelle on envoie des modules sur la Lune et sur autre, c'est pour voir si on peut éventuellement faire en sorte que on peut y habiter ou pas. Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a de la vie? Etc. etc. Donc le rabbi expliquait que chez les Méragli, il y a deux manières de voir les choses. Ou il y a une manière technique, stratégique, comment rentrer en Eretz Israël, ou bien il y a une manière beaucoup plus profonde et qui peut-être nous pose plus de problèmes, c'est est-ce que la terre d'Eretz Israël, elle est bien ou pas? Alors déjà, sur le premier point, c'est-à-dire le point stratégique, le point technique, on va dire le point militaire, il n'y a aucun intérêt à l'époque de Moshe d'envoyer des Méraglim, d'envoyer des explorateurs. Pourquoi? Pour une raison très très simple. Akadosh Baruch Hu, il a promis la terre d'Eretz Israël. Il n'y a aucune raison de se soucier de savoir comment on va l'avoir. Est-ce qu'on va attaquer par le sud? Est-ce qu'on va attaquer par l'ouest? Est-ce qu'on va rentrer comme ça ou pas rentrer comme ça? L'histoire du kibouche, l'histoire de savoir comment conquérir, n'a pas lieu d'être. On sait très bien que depuis la sortie d'Égypte, les Bnei Israël sont chouchoutés par Akadosh Baruch Hu. Amalek, il a déjà pris une tannée. On a vu la fameuse phrase que l'on dit tous les matins dans la Shira, Namugu kol yoshvei Kenan, que tous les habitants de Kenan ont fondu à, à l'approche des Bnei Israël. Et c'était au début du processus. Donc, aller chercher techniquement parlant, tactiquement parlant, comment rentrer, c'est pas le but des explorateurs de Moshe. Le but des explorateurs de Moshe, et c'est là toute la difficulté de ces explorateurs-là, c'est est-ce que la terre d'Eretz Israël, elle est bien ou la terre d'Eretz Israël, elle n'est pas bien. C'est ça la difficulté ici. C'est ça qu'ils ont demandé. Qui va arrêter? Donc lorsque je l'exprime comme ça, vous me dites, bon, bah, c'était une erreur. Ils auraient dû avoir confiance. Et 99% des gens qui vont faire un discours Shabbat sur les Meraglim, ils vont parler de la chute de ceux qui, au lieu de relever un défi, c'est-à-dire d'avoir totalement confiance en Dieu, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Le rabbi prend tout le monde à contre-pied et va nous donner une autre explication que l'on va voir plus tard. D'abord, c'est pas dans le Dvar Malchut, mais ça, on a été élevé au biberon avec ça depuis qu'on a étudié cette paracha et qu'on a, Baruch Hashem, la chance de connaître la Torah du rabbi. On sait très bien le problème des Meraglim. C'était des gens hyper spirituels. C'était des kshérim qui n'ont pas voulu sortir du cocon spirituel, de la protection spirituelle que leur offrait le désert, les anané kavod, etc., les colonnes de nuée. Ils voulaient qu'une seule chose, rester dans le cocon, dans la matrice de la yeshiva, dans la matrice de la maman, de ne pas sortir et être confronté au monde réel. Et ça, c'était pas le but. Le but, c'était d'être confronté au monde réel. Donc, déjà, dès le début, dans la Torah du Rabbi, sur des idées bien sûr des rabbins précédents, on a cette notion que les Meraglim, c'était des gens extraordinaires qui se sont trompés. Mais là, on va voir que le rabbi va aller beaucoup plus loin. C'est qu'il va dire que l'action des Meraglim est une bonne action à long terme. Pourquoi? Parce qu'elle est initiée par Moshe Rabbeinu et que les actions du Nassi, du chef de la génération, ne peuvent pas être des actions ou des décisions qui ne sont pas bonnes. Et ça nous va nous relier directement à l'actualité de notre période de Yemot HaMashiach, de la Géoula, où ceux qui seront peut-être sceptiques
Chas v'shalom, sur telle ou telle expression ou telle chose que le rabbi a développée, les actions du Nassi sont éternelles. Et le rabbi, c'est ce qu'il va expliquer plus tard. Mais pour l'instant, on va revenir au deuxième point, les Meraglim, les explorateurs de Yehoshua. Alors pour le coup, les explorateurs de Yehoshua, ils n'ont pas de problème de savoir qu'est-ce qu'il y a en Eretz Israël. Le point, le rapport de ce qui est en Eretz Israël, on l'a eu 40 ans auparavant par les 12 explorateurs de Moshe. On sait comment sont les fruits, on sait comment sont les villes, on sait comment est la terre. Tout est clair et net. Alors pourquoi des explorateurs? Parce que à Kadesh Baruch Hu, il dit à Yoshua, il faut bien mettre en place un plan d'action. Tout est prêt pour votre venue, mais n'empêche que physiquement parlant, il faut partir à la conquête de la terre. Donc pour cela, tu n'as pas besoin de 12, mais de 2, qui vont être des espions, et ce sera des vrais méraglim, c'est-à-dire qu'ils vont venir en cachette. Je ne reprendrai pas maintenant les termes de l'Haftara, je vous invite à la lire. Elle est hyper intéressante parce que c'est facile, c'est une histoire. Mais il y a des termes qui montrent qu'ils ont fait ça en cachette, ils sont venus chez cet aubergiste, ils se sont cachés, etc., etc., etc. Parce que eux, ils n'avaient qu'une seule et unique mission. Par où rentrer? Jéricho. C'était la serrure de la terre d'Eretzrel. On va rentrer par là, c'est le meilleur moyen. Juste qu'il fallait techniquement parlant savoir où est-ce qu'elle est la muraille, où est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une maison par laquelle on peut commencer à rentrer, puis les murailles, on va donc c'était technique. On n'a plus besoin de valider entre guillemets quelle est la qualité de la terre d'Eretzrel. Ça nous a déjà été donné par les premiers Méraglim, ceux de Moshe Rabbeinu. Et donc là, je reviens au point que j'ai développé il y a 2 minutes, c'est que les Meraglim de Moshe Rabbeinu sont pas seulement des gens qui ont disparu parce qu'ils ont été méchants, ou parce qu'ils ont désobéi, ou parce qu'ils se sont rebellés, et à cause d'eux, on a, du moins pas à cause d'eux, mais la réaction des Israël suite aux paroles des Meraglim, c'est 40 ans dans le désert. Ça, c'est indéniable. On va pas refaire l'histoire. Cependant, cependant, ça reste que ce qu'ils ont fait, ça a marché. Ce qu'ils ont fait, ça marchait, puisque le rapport qu'ils ont donné à Moshe Rabbeinu, est un tellement bon rapport qu'on l'a gardé pour 40 ans après, nous permettre de rentrer en Israël sans se poser de questions, si ce n'est que comment rentrer. Donc, ici, on n'a pas de doute. La terre d'Israël, c'est la meilleure. D'où on le sait, pas seulement par la promesse d'Akadosh Baruch, parce qu'il y a 40 ans auparavant, il y a eu des explorateurs qui sont venus, qui nous ont dit, regardez cette terre, et qui nous ont fait un rapport qui était complètement objectif. Le problème, c'était les conclusions. Mais le rapport, il était objectif. Donc l'action de Moshe Rabbeinu, l'action du Nassi, elle n'est pas pour rien, elle est éternelle. Alors immédiatement, elle n'a pas de conséquences, puisqu'au contraire, on a l'impression que qu'est-ce qui se passe ici? Moshe Rabbeinu envoie des explorateurs. Chérimayou, c'était des gens bien. Et au lieu que ça se passe bien, ça se passe mal. Bon, ben Moshe Rabbeinu, il a mal calculé. Le Shelach Lecha, ben Moshe Rabbeinu, il a mal anticipé. Chas Shalom. Le rabbi, il explique, il dit pas du tout. Ils ont atteint la mission. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le problème, c'est ce qui s'est passé suite à cela. Mais la mission, elle était accomplie. La mission du Moshe Rabbeinu, la mission du Nassi Ador, elle était accomplie. Ils ont rendu un rapport objectif. Ce rapport-là nous a aidé à avoir une vision sur la qualité. Tivaret. Combien la terre d'Eretz Israël, c'était une bonne terre. C'est les conclusions qui n'ont pas été bonnes. Ou bien ils ont pensé que matériellement ce serait trop dur. Ou bien ils ont eu peur. Chacun va prendre la voie qu'il veut. Mais le fond, c'est que les actions de Moshe Rabbeinu ne sont pas tombées dans l'eau. C'est pas un coup d'épée dans l'eau. C'est quelque chose de fondamental, ça. C'est que là, on se rend compte que les Méraglim, qu'on a diabolisé pendant de nombreuses années, le rabbi vient et dit, écoutez, c'est indéniable qu'il y a un problème. Mais en tout cas, la mission que Moshe Rabbeinu leur a confiée, mais pas les conséquences de cette mission, mais la mission que Moshe Rabbeinu leur a confiée, cette mission, elle est éternelle, elle est bénéfique pour le peuple juif 40 ans après. Et lorsque Yahushua, il doit envoyer des Meraglim, on n'a pas besoin de savoir c'est qui, il n'a pas besoin d'envoyer des Anashim, il n'a pas besoin d'en envoyer 12, il en envoie 2, parce que c'est technique. Par où rentrer? Yericho, très bien. Allons jeter un coup d'œil, tactiquement parlant, militairement parlant. Et donc là, on voit que ce qui a été commencé dans le désert par ces 12 Méraglim, c'est un processus qui va aboutir avec le fait que les Bnei Israël, grâce à ça, ils vont pouvoir rentrer en Eretz Israël avec un esprit serein de se dire, tu vois, il y a 40 ans,
il nous avait déjà préparé le terrain. Et ça, c'est un point fondamental et c'est quelque chose qui est révolutionnaire dans la vision de la paracha de cette semaine. Ça, c'est un premier point. Alors maintenant, on avance. Pourquoi 12 et pourquoi 2? Alors, attendez juste, excusez-moi. Alors, juste que le point, il est que le 12 et le 2, c'est une autre vision des choses. Je m'explique. 12, ça représente, nous dit le rabbi, la chalouka, le partage en 12 tribus. Pourquoi en 12 tribus? Parce que chaque tribu allait avoir une part. Donc, 12 tribus, 12 chefs de tribu. Chacun pour aller plaider, entre guillemets, sa cause, c'est-à-dire que au retour, dire, voilà, on a vu, on pourra s'installer là, on pourra s'installer là, on pourra s'installer là. Il y a ici un besoin de souligner la différence qu'il y a entre les Bnei Israël. On va revenir après pourquoi c'est important. Deuxièmement, au moment de l'arrivée en Eretz Israël, on a une ardoute parfaite, puisqu'on n'a plus besoin de 12, mais de 2, dont un, Pinchas, qui n'est même pas concerné par le partage de la terre d'Eretz Israël, puisqu'il est Lévi. Il est Cohen, il est donc la tribu de Lévi. Et on sait très bien que la tribu de Lévi n'aura pas part dans la terre d'Eretz Israël. Donc c'est vraiment complètement désintéressé. C'est pas qui vient plaidoyer pour ma tribu, c'est pas du tout. Il n'est pas en train d'aller chercher pour lui, parce que lui, de toute façon, il n'aura pas de part. Donc finalement, il y a un explorateur qui est directement concerné, c'est Caleb Ben Yefouné. Donc c'est la Hardoute. Même si le deuxième est là, le deuxième, il est là, on va dire symboliquement. Hardoute, c'est un. On parle de 12 explorateurs pour arriver au final à deux, dont un qui va jouer un rôle très important. Pourquoi le rabbi nous dit? Parce que le rabbi nous dit que dans le Ham Israël, dans le peuple juif, et dans la Torah d'Israël, il va revenir après sur la Torah, il y a deux niveaux. Il y a un niveau qui est un niveau de Chalouka, un niveau où il existe des différences entre nous. Le rabbi donne des exemples concrets. Par exemple, la différence entre Issachar et Zevulun. C'était deux tribus. Issachar, c'était la tribu des rabbanim et des professeurs de Torah. Hamor Garem, il est comme l'âne chargé. Zvulun, c'est celui qui gagnait beaucoup d'argent. C'est celui qui était au bord de la mer et qui faisait du commerce. Et on sait qu'il y avait une alliance entre Issachar et Zevulun. Issachar étudiait une partie de son mérite allait à Zevulun, et Zevulun travaillait une partie de son argent et le donnait à Issachar. Jusqu'à aujourd'hui, dans les yeshivot, on fait des deals de Issachar Zvulun. Quelqu'un qui travaille, il prend sur lui un bachour ou un avrer et il paye une partie de l'argent pour que la partie de Issachar en partie va à Zvulun et Zvulun à Issachar, c'est-à-dire qu'une partie de l'étude va pour le mérite de la personne qui travaille et une partie de ce que l'homme, la personne qui travaille, gagne va à celui qui étudie. Mais il y a une différence entre Issachar et Zvulun. Elle est indéniable, cette différence. Et on pourrait aller et voir la différence qu'il y a entre tel et tel et tel chevet, entre le chevet d'An et entre le chevet Asher. Cette chalouka, cette différence, elle est nécessaire au niveau du partage de la terre d'Eretz Israël. Mais il y a une autre dimension de la terre d'Eretz Israël. C'est la terre d'Eretz Israël comme elle est shayach au peuple juif dans son ensemble, sans rentrer dans les différences. Ce serait comme la différence entre la neshama, comme elle est dans son etsem, c'est-à-dire dans son essence la plus pure, et la neshama comme elle est habillée dans le corps et comme elle est concernée par les différents niveaux de nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida, avec les sphirotes, avec chokma, binadat, avec chesed, gvura, tiferet, etc. C'est la même neshama. Seulement, c'est une neshama qui va devoir s'habiller dans les difficultés, mais aussi les qualités de telle ou telle sphira. C'est pour ça qu'on aura des gens qui seront naturellement tentés par le chesed, d'autres beaucoup plus gvura. Eh ben, on avait un Avram, Avram il était chesed, ben, c'était pas suffisant. Il nous a fallu un Yitzhak, que ce Yitzhak, lui, il était gvura. Puis il y a eu Yaakov, le troisième des Avot, qui était entre chesed ou gvura, il était tiferet. Et autour de nous, combien on a de gens qui sont rigoureux, par exemple, dans l'étude, et ils ont une rigueur qui est une rigueur des fois à laquelle on envie, qui n'a s'offre tarbé chorma. Il n'y a pas de jalousie dans la Torah. D'un autre côté, on a des gens d'action qui sont d'un chesed extraordinaire, qui sont capables de s'étendre au maximum pour pouvoir aider quelqu'un.
en prenant le temps, l'argent, les forces physiques, etc., etc. Parce qu'il y a une sensibilité dans cette Neshama au Chesed et dans l'autre à la Gvura, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on monte au niveau du Etzem à Neshama, c'est-à-dire de l'essence profonde du juif, il n'y a pas de différence entre telle partie, telle partie, telle partie, telle partie, telle partie. C'est la différence entre les Meraglim de Moshe, qui étaient au nombre de 12 selon les tribus, pour bien exprimer qu'il y a des différences, et on ne doit pas avoir peur des différences. Il y a une différence entre Issachar et il y a une différence entre Zevulun. Mais ces 12 tribus unies, unies, malgré qu'ils sont 12. Et comment on a la force de s'unir? Et là, il faut jeter un coup d'œil sur les Meraglim de Yehoshua, qui étaient au nombre de deux, mais comme je vous ai dit, Pinchas n'était pas vraiment concerné par l'intérêt de la mission, puisque lui, il n'aura pas de territoire pour sa propre tribu. Reste que ici, c'est le symbole du Etsem Aneshama, c'est-à-dire l'union du peuple juif comme elle est au-dessus des différences. Au-dessus des différences. On arrête pour le Dvar Malchut maintenant, on va juste essayer de réfléchir à l'actualité. L'actualité aujourd'hui, elle est bien sûr tragique par rapport à ce que nos ennemis nous font vivre. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est autant tragique, si ce n'est pas pire, de voir les dissensions qui existent au sein même de notre peuple. Ces scènes qu'on pensait qu'ils ne reviendraient plus, les scènes de quelques jours avant le 7 octobre, etc., qui, hélas, je vais dire, reprennent vie alors qu'on aurait voulu qu'elles soient enterrées avec le 7 octobre d'ailleurs, c'est le vrai problème. Le problème, c'est sûr que le surarmement des gens du Nord, on ne peut pas dire leur nom, et des gens du Sud, etc., c'est horrible. Encore ce matin, on a entendu qu'il y a un jeune soldat qui est niftar, et c'était avant Shabbat encore deux qui sont niftarim. C'est insupportable. Mais ce qui est d'autant plus insupportable, c'est de voir qu'on est dans un état de division qui est un état de division, on n'aurait jamais pensé que ce soit ça. Alors, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on est différent, mais il faut être dans le même but. Ça veut dire que le fait qu'il y avait 12 explorateurs, c'est pas pour nier qu'il y avait un seul peuple. C'était pour montrer que le peuple il peut être différent. Mais au final, si on ne sait pas s'élever et aller à un niveau plus haut, de voir le Etsem Aneshama, de voir le plus profond de l'Aneshama, et de voir qu'en vérité, il y a quelque chose de commun à Issachar et Zebulun, à celui qui étudie, à celui qui travaille, et à celui qui est plus dans l'action communautaire, dans le chesed, et celui qui est plus dans la gvura, et qui est plus dans la rigueur, etc. C'est une seule et unique chose. C'est pour ça qu'on passe de 12 à 2. Parce que c'est pour nous montrer qu'il y a deux niveaux de hardout. Il y a la hardout, il y a l'union dans la hitralkut, dans la différence, et il y a l'union comme elle est au-dessus de tout, où c'est l'union par la force de ce qui nous unit, et ça c'est le Etzem Aneshem. Et le rabbi dit que ça existe aussi dans la Torah. La Torah, il n'y a pas plus divisé que la Torah. Vous reprenez la Torah, vous voyez combien il y a d'avis dans une page de Gemara, combien il y a d'avis dans le Shulchan Aruch, combien il y a de manières de voir la même paracha, vous allez prendre la même paracha, vous allez avoir pas 70 facettes. Je ne sais même pas combien. On a largement dépassé les 70 facettes parce que dans les 70 facettes, on a encore des facettes et des facettes. Le rabbi, il dit, on a un côté de la Torah qui est un côté de Hitralkut, où on a l'impression qu'il y a des différences, qu'il y a des avis, que celui-là il dit comme ça, et celui-là il dit comme ça, et celui-là il dit comme ça, et celui-là il dit comme ça. Donc on ne voit pas hein, le côté unité de la Torah. On voit le côté différence de la Torah. Lorsque vous êtes en train dans un shiur de halakha, et en train de voir qu'il y en a un qui dit oui, mais nous on fait pas comme ça, et nous on fait pas comme ça, et nous on faisait comme ça, et nous on fait pas comme ça, on se dit alors quoi? Est-ce qu'il n'y a pas une seule loi? Non. Il y a une Itralkut. Dans la Torah, il y a une Itralkut. Dans la Torah, il y a des compartiments, comme il y a 12 tribus et comme il y avait 12 Meraglim. Et on ne doit pas avoir peur de ça. Par contre, pour que c'est un sens, il faut élever cette Torah qui est au niveau de la Itralkut, de la différence, pour lui donner cette dimension, en plus qui est le Etzem Torah, qui est une seule Torah, dans le sens que même si vous voyez ces différences, mais en vérité, tout le monde va vers la même chose, le Etzem Torah, c'est-à-dire que la Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, c'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, le Rabbi dit, c'est par l'étude et par la diffusion de Pnimiut Torah. La Chassidoute, elle n'est pas simplement venue être un courant parmi tant d'autres courants. Bien sûr que, historiquement parlant, c'est un courant du judaïsme, c'est indéniable. Mais la vision de la chassidoute, et d'ailleurs on s'aperçoit combien la chassidoute elle a pénétré Baruch Hashem, et combien la demande du Mashiach au Baal Shem Tov, s'accomplit tous les jours,
puisqu'aujourd'hui, tout le monde essaye de montrer que dans la Torah, il y a une unité et plus une différence. Même si on a des rabbins qui ne sont pas d'accord, on a des écoles de pensée qui ne sont pas d'accord, mais tout le monde est d'accord qu'il y a quelque chose qui nous unit. C'est quoi? C'est la Chokhmah d'Akadosh Baruch. Et ça, c'est la Chassidut. Vous prenez par exemple Parashat Shlach. Cette sikha, ce Dvar Malchut, il amène un éclairage complètement nouveau, mais un éclairage haut, un éclairage qui nous dit, mais sortez juste de l'interprétation qui est juste, que c'était des gens qui ont dérapé. Venez, on essaye de voir plus loin. Mais s'ils étaient kshérim, alors quoi? Du jour au lendemain, ils ont tout renié? Oui, oui, peut-être que oui. Ça a une interprétation. Mais la Chassidut te dit, va plus loin. Le Dvar Malchut, il te dit, va plus loin. Si Moshe Rabbeinu, il a fait quelque chose, c'est que le Nassi adore, il a fait quelque chose. Si le Nassi adore, il a fait quelque chose. Les Maasim du Nassi, ils sont nitzrim, donc c'est pas possible de tomber dans des voyous. Donc on va en dire, non, l'action d'Emeraglim qui a été initiée par Moshe Rabbeinu, elle est éternelle et elle est l'action qui va être constructrice de ce qui va se passer après. Et donc le rabbi nous encourage beaucoup à travailler la hardout, travailler l'union. L'union entre nous, l'union dans le Ham Israël et l'union dans la Torah d'Israël. Ça, c'est un point très très important qui est dans le Var Malchut. Maintenant, concernant des petits mots, des petites perles que le rabbi a dit dans cette sikha qui vont nous permettre de comprendre les choses. Le rabbi d'ailleurs, c'est intéressant, c'est qu'il dit la dernière mitzvah de la parashat Shlach, c'est la mitzvah des tzitzit. Le fameux troisième paragraphe qu'on dit le matin et le soir. Dans les tzitzit, c'est extraordinaire quand même. Il n'y a pas plus mechoula que les tzitzit. Il y a 5 nœuds, il y a 8 fils, il y a 4 côtés. C'est tout un truc, les tzitzit. Et pourtant, on te dit, Uritem, vous allez les voir, ou Zechartem et Kol Mitzvot Hashem. Vous allez parler de tzitzit. Pourtant, les tzitzit, on pourrait se dire que chaque fil représente une mitzvah, ou 10 mitzvot, ou 100 mitzvot, peu importe. Non, on te dit non. Les tzitzit, avec leurs différences, les 5 nœuds, les 8 fils, les 613, la gematria, etc., c'est une seule chose. Uritem, ou Zechartem et Kol Mitzvot Hashem. Ça veut dire quoi? Que on peut, par la Yitralkut, par le fait d'avoir différents éléments, arriver à avoir une unité. Je me dis, par exemple, lorsque vous avez une boîte de Lego et que cette boîte de Lego, cette boîte de Lego, vous allez réussir à faire quelque chose avec, ou un pulse. Au début, c'est que des éléments, mais si ces éléments ils prennent place dans le pulse, au bout d'un moment, on aura une image générale. Le rabbi, il veut qu'on soit une seule chose. Il veut plus qu'il y ait de Hitralkut. Pas de Hitralkut parce que tout le monde va penser la même chose. De l'Initralkut qui va s'élever au niveau de la Hardout. Ça veut dire qu'il y aura des différences dans le Ham Israël. Elles vont toujours exister. Mais si on regarde vers le haut, c'est-à-dire vers la Hardout Israël, par la Torah Tachassidut, parce qu'on va vers la Géoula, et la Géoula, c'est le moment ultime où Hachem Echad ou Shmo Echad, il n'y aura qu'une seule chose sur terre. Alors nous, on est déjà en train de se préparer. Et nous, finalement, on est les explorateurs de la Géoula. Nous, on voit quelque chose que d'autres générations n'ont pas vu. On voit des barrières entre les communautés qui tombent et les gens qui réussissent à s'imprégner des idées de la chassidoute, des idées de la profondeur des choses et ne plus rester que dans la Yitralkut, mais de rester dans quelque chose de plus haut, pas de rester, mais d'aller découvrir quelque chose de plus haut qui est la Hardout. C'est une entre parenthèses, c'est pas marqué dans la sikha, c'est mon interprétation personnelle. Le travail des Bate Chabad ou des gens qui n'auraient jamais eu contact avec la Chassidut Chabad, qui se retrouvent des fois dans des situations, que ce soit des gens qui sont pour l'instant pas pratiquants ou des gens qui sont très pratiquants, et que là, ils sont dans un Bet Chabad, ils ouvrent un Likuté Sichot, ou ils ouvrent un Tanya, ou ils assistent à un shiur de Chassidut, et leur vie, elle a changé. Le fait qu'il y a cette Itralkut, ces Bate Chabad dans le monde entier, mais qu'en vérité, c'est une seule chose. C'est ce que le rabbi il a dit, les takem olam be malchut shin dalet d'arranger le monde pour qu'Akadosh Baruch Hu y réside et de préparer le monde à la venue de Mashiach et que chacun doit porter ce message très fort. Tout le monde se sent tout d'un coup, ah oui, il y a quelque chose de plus haut. C'est vrai. Alors après, la personne, elle va retourner dans sa synagogue, elle va retourner dans son pays, ou il ne va pas retourner à la synagogue. Mais au final, il aura goûté à quelque chose qui s'appelle la Hardout. Hardout Am Israël, Hardout Torah Israël, pour arriver à Hardout Hashem. Alors le rabbi, il encourage Hardout. Le rabbi, il encourage clairement et nettement, de manière très, 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 très forte, à ce que l'on comprenne que si nous, on n'est pas capable de s'élever pour cela, alors on ne va pas y réussir. Alors concrètement, là, je ne dis pas encore les mots du rabbi, après je dirai les mots du rabbi. Le rabbi dit,
qu'il faut être imprégné de Hardout Israël et de Havat Israël, en réfléchissant à quels sont les besoins des autres, les besoins spirituels et les besoins matériels. Le Rabbi dit la même chose concrètement. Lorsqu'on met de la tzedaka, on met de la tzedaka pour le srout de quelqu'un d'autre. Quand on étudie la Torah, qu'on essaie de partager notre limoud en donnant des shiurim de Torah. Et même ceux qui n'étudient pas la Torah à plein temps, ils doivent se fixer des moments d'étude de la Torah. Le Rabbi rappelle l'étude de Hardout, la- par définition, c'est le Rambam. Hardout, puisqu'on étudie toutes les lois de la Torah, Hardout, puisque tout le monde étudie le même jour, le même shiur, que ce soit trois prakim, que ce soit un perek, ou que ce soit Sefer HaMitzvot, et s'unir autour de la diffusion de la chassidoute pour que ça atteigne même ça le plus loin. Maintenant, concernant notre situation, où est-ce que vous voyez, à part le point que moi j'ai développé personnellement concernant la Hardout Israël, mais où est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui va nous relier directement à l'actualité? D'abord, il y a un point hyper important ici, qu'on n'aura pas le temps de développer maintenant, c'est ce point que les actions du Nassiador sont éternelles. Aujourd'hui, on se prépare, quelle que soit la définition qu'on va lui donner, à un jour qui n'est pas un jour comme les autres, qui est le jour de Gimel Tammuz Bezrat Hashem, que cette année, ce sera un jour de révélation claire et nette et précise, sans pshatim, avec nos yeux Béné Bassa, ce que le Rabbi a souhaité dans cette sikha d'ailleurs, que chacun et chacune soit Neshama Begouf pour accomplir cet ardoute. Donc Neshama Begouf, c'est sans pshatim, Pachout, on souhaite chaque jour de se rapprocher de ce moment qu'on attend tous et on n'est pas prêt d'attendre encore plus longtemps. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a des gens qui parfois se disent, bon, bah, c'est bien beau tout ça, mais ce même Dvar Malchut, il était l'année dernière, il était il y a 2 ans, il était il y a 4 ans, il y a 10 ans. Alors où c'est cette promesse de la Géoula immédiate? Où est ce problème qu'il nous suffit d'ouvrir les yeux? Où est-ce qu'elle est la promesse de il faut ouvrir la porte et laisser rentrer le Mashiach? Le Rabbi dans cette sikha, au bout d'un moment, il a parlé de la prise de conscience qu'on nous, on doit avoir. Que Mitzvah Kadosh Baruch Hu, tout est prêt. Et à ce qui paraît que dans le Fabringen, à l'oral, pas corrigé, le Rabbi l'a répété plusieurs fois qu'on doit être conscient, conscient, conscient. Ça veut dire vraiment, ça dépend exactement de nous. Maintenant, le Rabbi dit comme ça. Chacun d'entre nous, on doit prendre du temps pour réfléchir à Avat Israël et Ardout Israël. Et ça veut dire quoi? Que Yesh le osif chez Nekudat Ardout Israël de Torah Ibad Gisham Yuchedet Belimouda Rambam. Rambam. Le Rabbi dit, allez-y, lancez-vous dans le Rambam. Encore une fois, Ardout. Mais il dit en plus. Et là, c'est intéressant ce qui nous concerne à nous. Il nous dit, nous, et ainsi ce sera pour nous. J'étais kef ou miyan mamash que immédiatement. Biyom ze ce jour-là, Yom HaShabbat Kodesh, Parashat Shlach. Mitkayemet bepoel mamash. S'accomplit concrètement, et le Rabbi l'a souligné, bepoel mamash. Absura chez Beparashat Hashavua. Ce qui nous est annoncé dans notre parasha, Biser laem shekan sularet. Que dans notre parasha, Dieu, il nous annonce, vous allez rentrer en Eretz Israël. C'était ça le but des Meraglim. Question Bechotem Haftara, comme c'est marqué à la fin de la Haftara, Natan Hashem beyadenu et kol haaretz. Dieu nous a donné toute la terre d'Eretz Israël. Vegam namugu kol yoshve haaretz mipanen. Et que tous ceux qui habitent la terre et qui sont nos ennemis vont fondre devant nous. Si ça, c'est pas des mots du Moshe Rabbeinu de notre génération qui doivent résonner et qui doivent pénétrer nos cœurs, qu'on doit être convaincu que, immédiatement pour rentrer en Eretz Israël. Ah, qu'est-ce qui va se passer avec tous les armements et tout ça? Il n'y a plus. Namougou. Ils vont tous disparaître. Ils vont fondre. Maintenant, le rabbi continue. Kolel ou miyuchad al yedeze shega berigea galut acharonim umdim betokef al shlemut haaretz. Le rabbi dit, et surtout, que dans les derniers instants de la galoute, il va falloir être fort et tenir sur l'intégralité de la terre d'Eretz Israël. Benogea lechalke haaretz shekvar nitnu al yedei HaKadosh Baruch Hu les balutam shebni Israël. Pour les morceaux, les parties que Dieu nous a déjà données depuis des années, des années, des années. Ne jamais céder, même dans la parole, à nos ennemis, la moindre parcelle, le moindre pouce de la terre d'Eretz Israël. De ne même pas, c'est-à-dire ne rendre rien, même une petite bande de terre, il ne faudra pas rendre. Le rabbi dit que c'est que c'est ça qui était d'actualité à l'époque, c'est de l'actualité aujourd'hui. On va arriver en Eretz Israël dans l'intégralité du territoire d'Israël. Tlemut,
Beshlemut, l'intégralité de l'intégralité, le parfait du parfait. Eretz Eser Umot, la terre, pas seulement la terre des 7 peuples, la terre des 10 peuples, avec le Kenny, le Kénizi Kadmoni, comme on sait combien la Chassidoute, elle part que ça c'est Imot HaMashiach. Chez Titralek, les Yud Gimel Shvatim. Et là, la terre, elle sera partagée en 13 tribus. Ou Beretz, Israël, Atzma, et on Eretz Israël où on va aller. Baïm, l'Yerushalayim, Irakodesh, Elon, Nitralka, la Shvatim. On va se rendre, donner rendez-vous à Yerushalayim. Parce que Yerushalayim, elle n'a pas été partagée entre les tribus. C'est la capitale universelle du monde, mais c'est la capitale de l'union du peuple juif, ou le Beth Amikdash Tashish. Et Sham Akrivim Korban Toda, et dit, le rabbi Oubi Prat, qu'on va donc reverser le vin, on va faire les korbanot, Oubi Prat, Ashir Chadash, Tashon Zachar, de Geoula, Shen Acharei Agalou. Le chant de la Geoula, ce chant-là, qui est un chant qui sera définitif, puisque après ce chant, après ce moment-là de ce dévoilement, il n'y aura plus de Galou. Velomdim Torah Chadasha Mititetse, on va prendre la nouvelle Torah qui sortira d'Akadosh Baruch Hu. On n'aura plus besoin d'apprendre l'un de l'autre. Parce que tout le monde aura la connaissance de Dieu. Que tout cela se fasse concrètement, tekef ou miyad mamash, quelque chose qui soit concret maintenant. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Il y a encore deux, trois petites perles, mais vous m'excusez parce que je suis garé au milieu de Romainville pour pouvoir vous faire chier et là il faut que je bouge. Mais Ardout, les paroles du Nassi Ador qui sont des paroles éternelles, tout ce qui a été validé par le rabbi, si on peut parler au passé, c'est valable au présent et au futur. Ah, on a une question. La question, elle est sur nous. Elle n'est pas sur Moshe Rabbeinu. La question, elle n'est pas comment ça se fait que les Meraglim, ils ont mal tourné. Parce que les Meraglim, ils n'ont pas mal tourné. Ce que Moshe Rabbeinu leur a demandé, ça a été éternel. Après, ça a été un problème avec la personnalité des Meraglim qui ont décidé d'aller trop loin dans leur mission. Mais la mission du Nassi, elle a été accomplie. Ils ont rendu un rapport. Seulement, on se dit, oui, mais il y avait une Itralkout, c'est vrai, mais il faut savoir s'élever. C'est pour ça qu'on a les Meraglim de Moshe, et on a les Meraglim de Yehoshua, et on a Moshe qui prend le risque, les Da'atra, à Kadosh Baruch Hu, il dit, fais-le selon ta conception des choses, selon comment tu vois les choses. Et c'est ce que Moshe Rabbeinu fait. Il envoie les Meraglim. Ça ne s'est pas passé exactement comme c'était prévu, mais les actions de Moshe, elles sont éternelles. Et si on a besoin encore, il faut se renforcer dans la Hardout Israël, dans la Havat Israël, dans l'étude et la diffusion de la Chassidoute et dans l'étude du Rambam. C'est pas facile. Le Rabbi, il est avec nous comme un père aimant, et quand un père, il aime, il veut qu'on progresse. Alors, chaque semaine, on a un nouveau challenge. En tout cas, pour ce qui concerne notre situation actuelle, il faut renforcer la Hardout Israël. Il faut faire de la tzedaka pour les autres. Il faut étudier pour les autres. C'est très important de ne pas, lorsque Chazvé Shalom, il y a des victimes, de ne pas penser que dans l'actualité, alors il y a eu 2 morts ou il y a eu 5 morts. C'est important, des fois, de dire leur nom, de regarder leurs photos et de comprendre que chaque perte, c'est une perte qui est un olam malé. L'actualité veut nous dire, bon, bah voilà, il y a eu une attaque, ils sont 2, ils sont 3, ils sont 5, c'était une mauvaise semaine, cette semaine, il y en a 8. C'est pas vrai. Un, c'est un de trop. Et pour pouvoir comprendre ça, il faut personnaliser. Il faut regarder la photo du jeune homme qui est parti. Il faut se dire, il avait 25 ans, comme c'était le cas du fils de la journaliste, je ne sais pas si vraiment c'est la journaliste, de Ré. C'est hyper important de comprendre que ce Saadia de Ré, c'est un papa qui laisse 2 enfants, qui laisse une femme, qui laisse des parents. Et ça, c'est pour Eretz Israël, pour Shlemut Eretz Israël, pour que l'homme Israël y soit en paix. C'est pour ça que la dernière photo qu'on a vue de lui, où il est sur cette fenêtre avec son talit et cette filine, c'est complètement fou. Nous, on doit continuer à avancer. Mais pour ça, il faut prendre conscience qu'on est dans un moment où la hardoute, elle est importante. Et cette hardoute, elle doit être que par le fait que si chaque matin on rajoute une pièce à la tzedaka pour le sroud de nos frères et sœurs d'Eretz Israël et le sroud de l'Echayalim, c'est ça qu'on attend de nous. Et si on doit se renforcer dans l'étude du Rambam, alors on se renforce dans l'étude du Rambam. Mais avec un seul et unique objectif. Élever le débat de la Yitralkut, élever le débat de la différence pour arriver au Etsem, à l'essence même de la Torah, à l'essence même de la Neshama. Et Bezrat Hashem, on va mériter très, 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 très rapidement. On n'aura même pas le temps de s'en rendre compte, l'Aïd Galout. Le Rabbi nous a donné et il continue à nous donner avec cette actualité du Dvar Malchut tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre la semaine. Il faut juste être conscient et les hardir, faire pénétrer
tous ces éléments au plus profond de nous. Et Bezrat Hashem, ce sera pas seulement avant même, alors on est stressé déjà la nuit, mais avant même que nous, on va faire la nuit ici en France, ce sera, Bémet, comme le rabbi dit ici, chez Kol Zena Sebepoel Mamash Tekefou Mian Mamash. Je vous remercie pour votre attention et Bezrat Hashem a des bonnes nouvelles. Kol Merci Toul. beaucoup, Rabbi Negmos, et merci de nous avoir ouvert les yeux parce que c'est vrai que le Rabbi dit qu'il faut ouvrir les yeux, mais là, vous nous avez bien ouverts. Merci beaucoup. Kol Des hakavod, bonnes nouvelles si tu Chazak. veux. Kol Toul. Amen, amen. Kol hakavod. Merci beaucoup, tout le monde. Une bonne soirée, une bonne semaine. Geoulatik Bezrat Hashem. Yechi Adonai Nomore ne verra Beno Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi HaMelech.